Salut à tous, c'est Mister Olive. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'une moto. Je suis avec Seb qui vient de craquer une nouvelle fois 2 mois après l'achat de sa Vosges 300 Rally. Il vient de prendre livraison de sa nouvelle mobilette, en l'occurrence une Desert X Rally 2024. Alors la moto est complètement neuve puisqu'il est allé la chercher ce matin chez le concessionnaire. Elle a à peine une centaine de kilomètres. Et voilà ses tout premiers tours de roue dans les chemins. Donc ça va être une découverte pour lui. Donc il a les pneus d'origine, hein, les STR Rally. Et voilà vraiment ses tout premiers hectomètres réalisés sur les chemins. Alors on va faire quelques images de cette nouvelle mobilette. Et puis on s'arrêtera pour que je puisse poser quelques questions à Seb qui nous présente sa nouvelle moto. Les équipements qu'il a déjà installés dessus. Et puis aussi ses premières sensations. Il dira aussi ce qu'il fait avec ses 3 motos. Et il a un garage maintenant bien rempli. Je pense qu'il a maintenant toute la collection qu'il voulait. Donc déjà ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'elle a de la gueule, hein, cette Desert X. Alors j'ai roulé une fois l'année dernière avec une Ducati Desert X, mais pas la Rally. C'est vrai que c'est une moto assez impressionnante, hein. Et là là, ça a failli être la première chute pour Seb. Un petit... il a un peu perdu l'avant, alors c'est vrai que là c'est un peu gras et avec ses STR Rally, eh bien tout de suite, il en manque un peu. Alors, ça aurait été quand même dommage. Jusqu'à 100 km de déjà faire tomber la moto, mais enfin, c'est aussi la règle du jeu quand on veut mettre sa moto en off-road. Allez, première flaque pour la Desert X. Tu t'es fait une petite frayeur quand même là-bas, ouais, au début des flaques. Ah, bah en fait, il y a eu des petits bouts de gras. T'as perdu un peu l'avant. Mais tu vois, par exemple, la GS, je l'aurais mis par terre, c'est sûr. Ouais. Mais là, du coup, tu vois, j'ai pas eu le besoin de sauter, tu vois. La GS, je serais sauté, tu vois, sauté direct. Là, tu vois, j'ai senti que, comment dire, elle est pas tombée vraiment nette. Tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai donné le coup de pied, puis ça a suffi à la remonter, quoi. Je crois que normalement j'ai des images. Ouais, c'est vrai. Mais, non, c'est vrai que les amortos, je crois que le débattement, c'est 260 à l'avant. Ouais, contre 240 pour la Ténéré. Et 240 à l'arrière, je crois. Ouais. Donc c'est vrai que tu sens que c'est... La gauche, elle a beaucoup de débattement, mais tu sens que bon, c'est vraiment du chewing-gum, quoi. Ouais, là, tu sens quand même que... C'est progressif et tout, quoi. Ah ouais. Bon, là, je pense que c'est une moto, effectivement, si tu mets du gaz, ça doit être vraiment impressionnant, quoi. Bon, ben ça y est, elle a pris un petit peu de... Elle est un petit peu sale, bon bah voilà. Un petit peu sale. Là, la garantie est finie, là, du coup, c'est mort. Ok, ah ben allez, on y va. Bon bah salut Seb. Salut Olive. Alors, ça y est, t'as encore craqué? Voilà encore un petit pétage de câble. Un petit pétage de câble, petit pétage de câble. avec la Ducati Desert X Rally. Donc ça c'est un modèle 2024. Oui. On s'était vu il y a 2-3 mois quand tu avais acheté ta Vosges, hein, on avait présenté cette moto, donc on fait un peu la même chose aujourd'hui. Pourquoi 3 motos? Parce que je rappelle que tu as toujours ta GS, tu as 1250 GS Adventure, et puis la Vosges 300 Rally, et maintenant la Ducati Desert X Rally. Pourquoi ces 3 motos? Tu as de la place dans ton garage? Alors ça oui, bon, clairement, c'était pas un achat obligatoire, hein. Enfin, j'aurais pu m'en passer. C'était vraiment un achat coup de cœur, parce que c'est vrai, quand je l'ai vu en présentation à l'ECMA, du coup
en Italie, là, au Salon de Milan, du coup, ouais, j'ai vraiment flashé sur le look. J'avais jamais eu de Ducati. J'avais déjà eu des motos de route italiennes en Aprilia, voilà, mais Ducati, je n'avais jamais eu. Et là, c'est vrai que ça me plaisait. Et puis, sur la fiche technique, ça me plaisait aussi. Après, donc, effectivement, pourquoi les trois la GS, voilà, je vais de moins en moins faire de off-road avec parce que ça reste voilà, une moto voilà, pour des longs trajets. Puis, voilà, encore une fois, 270 kg. Donc, ça ne me dérange pas voilà, de faire encore des trucs un petit peu roulants, mais des trucs techniques, voilà, j'ai plus trop de plaisir, clairement. Alors que la Vosges, plus c'est technique, plus c'est merdique, plus je m'éclate. Donc voilà. Par contre, à l'opposé, sur route ou longue distance, faut oublier. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, à 110 la moto, c'est au-delà de 110, 120, tu peux pas prendre l'autoroute avec. Enfin, c'est pas agréable. Donc, il me manquait effectivement peut-être un truc un peu intermédiaire. Ouais. Donc du coup. Il y avait la Ténéré qui était une grosse option, j'y ai beaucoup pensé, hein, la Extreme comme tu as. Ouais. Et puis en même temps, je te dis, ils ont présenté cette machine, la DZRX Rally, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et puis voilà, puis en regardant en plus de ça la fiche technique, j'ai dit waouh, effectivement quand même, il y a du bon matos. Il y a eu aussi, et ça c'est ce qui m'a fait signer aussi, c'est que Ducati maintenant, déjà c'est le groupe Audi, voilà, donc du coup derrière au niveau de la fiabilité, c'est quand même des Allemands qui regardent un petit peu tout ça de loin. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans de garantie avec kilométrage illimité. Donc ça m'a aussi fait franchir le pas dans le sens où voilà, pour une fois voilà une moto où effectivement il n'y a pas de, il y a une moto italienne Ducati avec derrière une garantie qui visiblement assure. Ouais. Donc voilà. Donc ce que tu veux dire, c'est que les Italiens sont très bien, mais il faut qu'ils soient supervisés par des Allemands. Non, peut-être qu'il y a un peu de ça, parce qu'effectivement, les Ducats ont toujours eu, surtout les Ducats, la réputation, voilà, que tu finirais pas ta journée, voilà. Ouais. Et du coup, moi, encore une fois, ça, je pouvais pas dire jusqu'à présent. Là, on verra. La moto, j'ai été la chercher ce matin, j'ai 150 bornes, foutu direct dans les chemins. Elle sort de la boîte, mais ça y est, elle est direct, un petit peu baptisée. Voilà, parce déjà failli me mettre 2-3 boîtes. Ouais, on a filmé ça, c'est bien. Donc voilà, voilà, encore une fois, voilà, pourquoi ce choix-là, je trouve que là, effectivement, j'ai la Vosges vraiment pour des trucs vraiment extrêmes, où je sais pas, où je vais, ou dans des bois, ou dans des trucs. La GS pour duo avec madame, pour des longues distances. Là, j'ai été dans les Bardenas rouler, c'est des pistes très très roulantes. J'y étais par la route avec la GS, je suis revenu, j'ai roulé là-bas, c'était parfait. Avec la Vosges, je me serais un petit peu embêté parce qu'il y avait quand même des longues lignes droites et tout de pistes roulantes. Et encore une fois, voilà, donc c'est trail. Je ne sais pas si on peut dire mid-size, les Ténéré ou ça, parce que du coup, ça reste quand même lourd. Oui. C'est pas non plus, une moto. Tu dis lourd, je crois qu'elle est à combien de kilos? Alors écoute, très clairement, elle est à 220 kg, tout plein fait, voilà, donc 20 kg de plus, je crois, qu'une Extrême. Un peu moins, on est plutôt vers 205 avec l'Extrême. Mais moi, je crois que les 220 kg, parce que j'ai regardé la fiche technique avant de venir rouler avec toi, c'est à sec au niveau du réservoir. Donc il faudra préciser ça, je le préciserai sur la vidéo. À vérifier, effectivement. Après, ce qu'ils disent, effectivement, donc là, c'est difficile de s'en rendre compte encore pour l'instant, parce que encore là, c'est rodage. Mais effectivement, le centre de gravité est très bas sur la moto, parce que c'est le bicylindre en L de chez Ducat qui est utilisé sur les multistradas, sur je crois les Monsters. Enfin voilà, donc c'est un 900 cm3. Oui, voilà, en bicylindre, donc il fait 106 chevaux, 106 ou 108 chevaux, voilà. Et en fait, la position du moteur fait qu'il est vraiment positionné très bas, et donc un centre de gravité qui rend la moto visiblement très agile. Et même quand tu regardes les retours un peu des essayeurs, que ce soit celle-là ou la normale d'ailleurs, parce que c'est la même architecture moteur. On parlera des différences. En fait, du coup, ils disent tous qu'effectivement la moto sur le papier est lourde, mais elle est vraiment agile comme une moto qui ferait 20 kg de moins. Voilà. Donc elle est lourde, mais elle est agile. Et puis je crois qu'il y a 110 chevaux quand même. Hein. Je crois que c'est ça, c'est 108, 110 chevaux. 110 chevaux. Moi je l'ai vu rouler, en fait, c'était pas la rallye. Hein. J'ai roulé avec un gars, notamment sur la Grande Vadrouille, qui avait une Desert X. Moi je trouve que c'est une moto, on pourrait dire, je sais pas si on peut encore dire ça maintenant, mais c'est une moto d'homme.
Ouais, après, encore une fois, moi, pour l'instant, voilà, je ne peux pas encore donner de. Parce que là, on a dû faire 20 km, je crois, de off-road. Voilà, donc voilà, mais c'est vrai qu'à la sensation, la moto semble très agile. C'est pas non plus une moto de 150 kg comme la Vosges, mais ça n'a rien à voir avec la GS. C'est clair que là, d'ailleurs, encore une fois, tout à l'heure, là, quand j'ai glissé, la GS, je l'aurais mis par terre, direct, parce qu'effectivement, avec l'inertie, je serais tombé, c'est sûr. Là, je suis en pneu moins off-road que ce que j'avais sur la GS, où j'ai toujours roulé avec les Anaki Wild comme toi, 50-50. Là, j'ai les STR d'origine, 70-30, 70% route, donc des pneus quand même qui glissent. Là, je l'ai tout de suite, j'ai mis le pied, je l'ai tout de suite rattrapé. Voilà, donc du coup, effectivement, on sent que la moto, elle est très très bien répartie. Et j'avais vu un truc aussi au niveau des caractéristiques, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui en parlent, mais l'empattement de la moto est très long. Et je crois que c'est l'empattement le plus long qui existe pour une moto de trail. Je sais, j'ai pas les, faudrait regarder les données, mais c'est vraiment la plus longue. Et ce qui fait que, vu qu'il y a un empattement très long, effectivement, dès qu'on est sur typiquement même dans une ornière ou quelque chose où du coup l'avant, l'arrière cherche à suivre, du coup visiblement il y a un peu plus de, enfin c'est très très bien fait au niveau de cette architecture, du cadre, cette architecture là du cadre, et du coup donc ça c'est pas mal aussi. Encore une fois, pas pu m'en rendre compte pour l'instant. Très très haute. Donc ça, alors ça j'ai vu. Voilà, j'ai vu qu'elle était à 91 cm, c'est-à-dire exactement comme l'extrême. Voilà, donc voilà, une moto forcément, moi à mon avis, je sais pas, l'extrême, je pense que quelqu'un qui fait moins d'1m80, c'est compliqué quand même. Donc là, c'est aussi une machine qui est quand même réservée à des gabarits quand même un peu les grands. Je pense qu'une personne qui va être plus petite qu'encore une fois 1m80 ou quoi, il va la rouler, sauf que dès qu'il va falloir s'arrêter, dès qu'il faudra la relever, dès qu'il faudra remonter dessus après une chute dans des conditions un petit peu compliquées, je pense que ça va être un peu galère. Moi j'adore parce que du coup, je suis très très bien, j'arrive quand même, là tout à l'heure j'ai nagé un peu là où c'était gras, pas de souci, je pose mes jambes par terre, mais effectivement elle est haute. Elle est haute et ça donne aussi une sensation très agréable parce qu'on est très haut et donc, du coup on a l'impression qu'on va rien raboter. Mais tu dis ça parce que tu fais plus d'1m88. Moi je fais 90. Tu fais 90, moi je fais 88 sur mon extrême, et c'est vrai que c'est des tailles qui sont quand même adaptées à ces motos. C'est pour ça que la DZRX normale est avec une selle creusée en 2 parties, je crois, donc déjà elle est quand même moins haute, donc peut-être qu'une personne qui est intéressée par cette moto, la version rallye, qui est que avec la selle rallye, je crois. Je crois qu'il y a une possibilité de la baisser à 88. Ah ok, d'accord. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait une selle un peu creusée qu'on pouvait adapter. Effectivement, il y a l'option. Donc ça permet quand même un accès à des gens. En tout cas, celle-là n'est pas réglable. Là, je lui avais redemandé justement ce matin à la concession. La selle est vraiment en un bloc et on peut pas ajuster. Donc là, tu es à 91 de hauteur, et voilà. Donc ça, c'est une des différences qu'on a avec la DZRX standard, on va dire. Quelles sont les autres différences? Je crois qu'il y a des histoires d'amortisseurs, de suspension. Alors si on fait peut-être de l'avant à l'arrière. Allez, si tu veux. Du coup, effectivement, en grosse différence, effectivement, c'est les amortisseurs. C'est tout ce qui est amortisseur, enfin fourche avant et puis amortisseur arrière, où là du coup ils ont mis des Kayaba cartouches fermées. Donc visiblement au catalogue Kayaba c'est des fourches, c'est un ensemble qui vaut 6 000 €, je crois, 5 ou 6 000 €. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment réglable, des temps de compression. Je crois que même derrière il y a des temps de compression lente, rapide. Enfin il y a vraiment beaucoup de réglages. Un gros débattement, donc ça j'avais vu, je crois que c'est 260 mm il me semble devant et 250 derrière. Donc on a vraiment un gros débattement. Enfin je sais plus combien ça fait les motos du Dakar, c'est forcément plus, mais je crois que là on est quand même pas loin. Donc voilà, les amortisseurs, il y en a déjà pour 5-6 000 € d'amortisseurs par rapport à des RX standards. Donc ça c'est vraiment déjà le premier truc. Après qui ont été vraiment adaptés, parce que je crois qu'ils ont dû vraiment faire un travail sur pour vraiment le lier sur la partie basse. Ça c'est complètement nouveau comme pièce parce que il a fallu vraiment le créer pour que ça aille. Il a fallu que ça soit adapté sur la jante 21. Ensuite, il y a les jantes. Donc les jantes sont un peu différentes au niveau diamètre. Enfin, c'est toujours 21 et 18. Oui. Mais par contre, c'est 21 et 17, pardon. Mais par contre, c'est une marque, là voilà, Takasado. C'est des jantes, je crois, je sais plus l'origine, mais très très robustes, vraiment avec des rayons, je sais plus quoi, en carbone. Enfin, il y a vraiment des jantes pour le off-road. Elle est en tube type d'origine, donc en chambre à air, alors que je crois que la DZRX
TRX standard est en tubeless, il me semble. Ok. Donc à vérifier, mais Ouais, je crois qu'effectivement là, direct, c'est en chambre. Donc en fait voilà, ils l'ont vraiment beaucoup plus adapté pour le fraude. Ils ont mis un garde-boue haut, hein, alors que la DSRX normale du coup c'est un garde-boue bas. Donc effectivement, comme il disait, garde-boue bas, dès que tu es dans de la boue, vraiment du gras, ça peut vite saturer, alors que là un garde-boue en hauteur, forcément c'est plus adapté. C'est un garde-boue en carbone, alors apparemment... en carbone? Ouais, en carbone, alors apparemment il se plie vraiment dans tous les sens. D'accord. Voilà, c'est vraiment adapté pour ça. Après, donc tout l'ensemble de protection. Alors, il y a un sabot en carbone aussi d'origine. C'est celui-là? Non, ça c'est un sabot, justement, alors, quand tu prends le pack off-road chez Ducati, donc ça comprend ça, donc l'arceau, le crash bar, pardon, le sabot moteur. Okay. Tu as des pare-mains aussi en alu, mais bon, moi j'ai fait mettre des Barkbuster parce que je connais, voilà, c'est vraiment du très très costaud. Okay. Et les Ducati qui vont avec ce pack-là sont aussi renforcés en alu. Et donc d'origine, ils ont mis un garde-boue en carbone, alors qui visiblement, voilà, pour le poids, mais surtout apparemment qui protège bien aussi. Donc je crois que dans ces histoires de garde-boue, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment bien les en alu, puis ceux qui aiment bien en plastique ou tu parles pas garde-boue, hein, sabot. Oui, excuse-moi, sabot. Ouais. Et du coup, voilà, moi j'ai préféré qu'ils me laissent. Ils m'ont laissé le garde-boue carbone d'origine, j'ai les deux, qui est dans le carton, mais j'ai préféré le sabot en alu, voilà, par habitude. D'accord. Voilà, il y a les commandes donc aussi au pied qui sont différentes. Alors apparemment, voilà, donc différentes de la standard. Voilà, différentes de la standard. Donc tu vois, c'est vraiment usiné et tout. Apparemment, usiné dans la masse, oui. C'est vraiment apparemment hyper costaud. Puis bon, du coup, il y a cette position-là. Je crois que sur la standard, il n'y a pas. D'accord. Oui, parce qu'attends, là, il y a effectivement, tu peux. La pédale de frein, tu peux la... Effectivement, voilà, tu as une position, tu vois, debout, position debout et position route, quoi, en fait. Okay, donc ça, tu le fais effectivement comme ça. Tu tires et tu... Les cale-pieds aussi, là, je les ai enlevés, mais tu as les caoutchoucs pour la route. Et puis tu les enlèves, voilà, comme ça. D'accord. Voilà, il y a donc les modes moteurs qui ont un petit peu changé. Oui, j'ai vu que les cartos étaient différents. Voilà, motorisation, boîte, c'est tout pareil. Par contre, effectivement, ils ont mis au niveau des modes de conduite, donc quand tu mets en enduro ou en mode rallye, effectivement, ils ont ajusté l'électronique un petit peu plus, c'est un petit peu plus affiné pour le off-road, quoi. Voilà. Okay. Donc visiblement, alors ça pareil, je sais pas dans quel sens, tout est personnalisable après, donc que ce soit traction control, ABS. Là, j'ai rien touché. Pour l'instant, là, je suis en mode, là, je roule en enduro, mais avec les paramètres d'origine. Mais après, tu peux tout personnaliser comme tu veux. Voilà, chaque programme, tu peux le personnaliser. Voilà, je crois qu'en enduro, t'as pas accès à toute la puissance. Alors oui, limité à 75. En fait, tu as trois cartographies moteurs. Tu as donc le 75 chevaux, donc qui est le standard en enduro, en mode enduro, donc tu n'as que 75 chevaux. Après, tu as un mode moteur intermédiaire à 95. Et tu as un mode moteur, celui qui est dans le rallye par exemple, qui a un mode moteur maximum, quoi. Tu as 109 chevaux. Nos limites. Voilà. Après, comme il disait, je crois que même les essayeurs, Antoine Méo et tout, ont dit que là où ils avaient le plus de contrôle, enfin voilà, d'efficacité et tout, c'était le mode le moins puissant visiblement, donc le mode puissance T7 en fait, qui est suffisant en fait. Dans la plupart du temps, je pense qu'effectivement, dès que c'est vraiment du très roulant, qu'il faut vraiment de la puissance et tout, mais ça arrive pas souvent. Donc dans mon cas, voilà, c'est une moto qui va faire aussi beaucoup de route, donc voilà, sur route forcément en mode sport, j'aurai la puissance max et là ce sera bien, mais en off-road, il n'y a pas d'intérêt d'avoir plus que les 75 chevaux voilà, qui sont préparés. Oui, bien sûr. Voilà. Alors là, je fais un petit gros plan sur le compteur pour voir que tu es à 222 km. Voilà. Donc, alors non, 222 c'est l'autonomie restante. Ah pardon, d'accord. Donc là je suis à 182. 182, voilà. D'accord. Ok, donc bon, elle sort de la boîte. Elle était à 0. Elle est toute neuve. Et donc, est-ce que tu as mis d'autres équipements? Je vois ici des feux additionnels. Oui, alors ça c'est du Wunderlich. Pour terminer, voilà, mais je t'en prie, vas-y. Effectivement, et ça c'est vrai, c'est peut-être quelque chose que je conseillerais vraiment à tous de le faire parce que d'origine du coup il n'y a pas ça. Donc ça c'est le support top case, mais du coup, moi j'ai trouvé que c'était absolument, vraiment important parce que tu vois si tu as besoin si tu es un petit peu bloqué et puis tu as besoin que les copains te poussent ou même la relever, là tu vois tu as une vraie prise en main avec ça, alors que d'origine sinon tu n'as que le truc rouge qui est là. Donc en fait, ok, esthétiquement c'est peut-être un petit peu proéminent, mais voilà, je pense que ça c'est un truc à prendre, le support top case, parce que tu vois, tu as quand même vraiment de quoi t'attacher. Bon, de toute façon, c'est aussi une moto qui est quand même destinée au voyage. Oui, bien sûr, de toute façon, ça reste un trail qui peut faire de la longue distance. Il y a un réservoir de 20 litres, voilà, ça
ça reste une moto qui est polyvalente. Hein. Donc non, bah voilà, après, donc, là, encore une fois, en différence avec la DZRX standard, encore une fois, la grosse différence de prix vient des amortisseurs, hein, clairement. Ouais. Alors justement, tu nous parles du prix. Oui. Bon, puisque tu as lancé le prix, on reviendra peut-être sur les feux additionnels et tout ça. Au niveau du prix, je crois qu'elle est à 22 000 €, oui. C'est-à-dire 4 500 € de plus que la DZRX standard. Oui. Et pour faire la comparaison, 10 000 € de plus que la Ténéré. Tu achètes 2 T7 quasiment pour le prix d'une DZRX. Voilà, alors, est-ce que ça les vaut? Bah, écoute, encore une fois, je ne peux pas le dire pour l'instant, et puis je pense que j'aurai jamais le niveau pour dire si c'est vraiment équivalent. Par contre, voilà, moi c'est un achat, encore une fois, coup de cœur. J'ai vraiment craqué sur ce look un petit peu où ils ont fait de l'ancien, c'est la fameuse Cagiva éléphant des années 90 avec ses phares ronds. Oui, mais alors ça c'est effectivement les phares ronds. LED. Donc du coup voilà, donc il y a vraiment ce coup de cœur esthétique que j'ai vraiment adoré. Ouais, bah, je te comprends. Voilà, elle a vraiment de la gueule. Hein. Voilà, c'est vraiment sympa. Et donc voilà, clairement c'est ça. Mais sinon, encore une fois, de dire si c'est justifié ou pas, honnêtement, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'effectivement, vraiment ça fait beaucoup. Pour utiliser vraiment, pour avoir vraiment exploité le matériel, en tout cas des fourches de cette qualité-là, qui semblent vraiment de folie, quoi. Hein, vraiment au niveau de la qualité. Et je pense qu'il faut vraiment envoyer très très fort ou faire vraiment du désert et tout. Et là, voilà. Bon, mais voilà, moi dans mon cas, c'est vraiment le coup de cœur esthétique global de la moto et qui après en plus à côté de ça, bah, les caractéristiques, le gabarit de la moto, j'adore. Il y a d'autres modèles qui me plaisaient chez eux, mais des trucs qui sont tout petits, enfin voilà, pour la route et ça m'aurait pas convenu. Je parle en moto même de route. Ouais. Et là, voilà, donc c'est vraiment plus le coup de cœur un petit peu. Ouais, bah c'est compréhensible. On va revenir un petit peu aux équipements puisqu'on n'a pas terminé. Je te parlais donc des feux additionnels. Oui. Donc les feux additionnels, c'est du Wunderlich. Voilà, donc en pièces que j'ai fait rajouter, on va dire, donc effectivement il y a les Wunderlich, donc ils m'ont mis le truc voilà au volant, donc tu as quand même la petite protection voilà que tu peux baisser voilà en off-road voilà pour protéger le truc. Il y a donc ça la protection de phare. Alors celle Ducati, c'est une Wunderlich aussi parce que la Ducati d'origine elle est fixe, elle est vissée, et ce qui me plaisait sur la Wunderlich, c'est que tu peux effectivement, comme sur la GS, les Lone Rider, tu vois, tu peux le baisser. Sauf que du coup, avec le garde-boue là, on va peut-être faire une modif ou quoi parce que là, du coup, tu vois. Avec le garde-boue, ça pose dessus. Donc voilà, mais là, effectivement, tu peux la laisser en place. Donc ça, c'est Wunderlich. J'ai fait mettre une bulle très basse. Parce qu'en fait, la bulle d'origine, en fait, vient jusque là. Et comme c'est une moto, moi, que voilà, je voulais vraiment. On va dire clairement en prendre plein la gueule. Donc du coup j'ai préféré un truc plus petit, voilà, pour vraiment avoir beaucoup d'air et puis que ça fasse un peu, tu vois, le look rallye. Donc c'est une bulle Wunderlich aussi, voilà, qui est coupée, hein, donc effectivement, parce que ça c'est d'origine aussi, mais là du coup la barre accessoire. En fait, grosso modo, la bulle d'origine vient à peu près jusque là. Oui, c'est pour aussi pouvoir abriter les accessoires. Oui, voilà, les accessoires. Bon là, du coup ça passe juste au-dessus du TFT, donc ça c'est bon. Mais bon, voilà, encore une fois, c'était plus un choix presque esthétique. Et après, donc il y a les Barkbuster, donc ça. Voilà, un classique, voilà, pour vraiment. Voilà, moi je suis tombé, je ne sais plus combien de fois dessus avec la GS, c'est vraiment indestructible, c'est vraiment top, donc j'ai fait mettre ça. Les leviers, donc toujours pareil, les leviers, je ne sais plus ce que c'est comme marque, je sais plus si c'est Rizoma ou voilà, mais c'est des leviers réglables. Et du coup, tu n'as pas pris de chinois là? Là, je n'ai pas pris de chinois. Effectivement, sur cette moto, si j'ai quand même la patte de béquille. Ah, l'extension de DZRX, je l'ai trouvée sur Alibaba. D'accord, l'extension de béquille. Voilà, j'ai pas trouvé ailleurs d'extension de béquille un petit peu voilà. Alors, il faut aller la chercher entre les herbes, mais c'est bon, voilà. Donc ça c'est du Alibaba. Voilà. Ok, d'accord, mais logoté DZRX. DZRX, voilà. Comme les Chinois savent très bien faire. C'est ça. Alors là, j'ai aussi les fameux rétroviseurs voilà, qui bougent là avec les rames là, voilà, comme j'ai sur la Vosges, comme j'ai sur la GS. Par contre, du coup, à droite, j'ai celui d'origine parce que c'est un pas de vis inversé, donc j'ai commandé le truc donc pour l'adaptateur. L'adaptateur. En module, donc ça c'est le support qui est décentré du coup pour mettre ma petite sacoche Eevee là, parce que le truc est est un peu décalé, je sais pas si c'est pareil sur la Ténéré, mais du coup non, c'est pas le cas sur la Ténéré, mais là on pourrait presque voir une World Raid avec le double réservoir, la double entrée. Mais voilà. Amortisseur de direction. Oui, alors d'origine, par contre, voilà, on est obligé d'en parler. C'est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'ils ont mis du Kayaba d'origine au niveau des amortos. Ils ont mis un amortisseur de direction Hollins, qui est réglable aussi. Alors j'ai pas touché, hein, là, encore une fois, je leur ai demandé, ils m'ont fait le réglage standard sport, on va dire. Le guidon aussi qui est réglable, tu as la position off-road, road.
Donc du coup voilà, mais ça c'est d'origine aussi. Hein. Mais sinon en accessoire je réfléchis, mais sinon voilà, j'ai fait mettre aussi une protection. Les DSR-X sont assez réputés pour pour être un peu sensibles ici je crois. Là il y a un capteur, un truc qui est un petit peu exposé là du coup, donc j'ai fait rajouter cette grille Wunderlich aussi là, cette petite protection là. Du coup pour protéger, je sais plus ce que c'est, si c'est le truc de, je crois que c'est un truc de pompe à eau ou voilà, qui est un petit peu, vraiment un petit peu exposé. Et du coup bah voilà, ça c'est des DSR-X, ça c'est d'origine aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de. C'est plastique. Ouais, c'est plastique ça effectivement. Je pense que par la suite je mettrai une version Wunderlich à lui ou quoi. Non voilà, sinon dans les accessoires grosso modo, donc là bon le support pour l'instant. Téléphone comme ça, et puis bah, les pneus, donc là effectivement je fais mon rodage avec les Pirelli STR d'origine, qui vont très très bien sur route. Hein, bien sûr, c'est du bon pneu. Par contre voilà en off-road, c'est sûr que c'est un peu juste. On en connaît les limites, voilà. Donc du coup j'ai déjà un train de Pirelli Scorpion Rally, les Scorpion Rally Trail, hein, là, Adventure, donc ils sont vraiment un vrai 50-50, donc là je mettrai ça dès que j'arriverai un peu au bout de cela, et puis voilà quoi, hein, grosso modo. Non, je n'ai pas prévu autre chose, j'ai pas trop envie non plus qu'on dépasse les 30 000 €. Après c'est on n'est pas au prix d'une GS, hein, clairement là, même avec tous les accessoires et tout, je suis parce que en fait la seule option que j'ai pris chez Ducat c'est donc le pack off-road, donc encore une fois il a combien le pack off-road? Je crois 1 800 €, il me semble. D'accord. Donc avec le sabot moteur, toute la protection devant, voilà, les pare-mains, donc là bon j'ai mis les Barkbuster, mais tu as les pare-mains aussi. Il y a ça aussi, ça tu peux l'acheter séparément, mais dans le pack off-road il y est. D'accord. Donc c'est la seule option que j'ai prise chez Ducati. Après le reste c'est les accessoires. Donc grosso modo je suis arrivé à une moto un petit peu moins de 25 000 €, tout compris avec les accessoires. Donc encore bon 5-6 000 € moins cher. C'est quand même 5-6 000 € moins cher qu'une GS Adventure 1250 qui du coup voilà, après n'est pas le même programme, hein. C'est sûr qu'une GS c'est quand même pour voyager, enfin voilà, c'est quand même plus homogène. Mais ça reste quand même un budget, hein. Je pense on est sur une moto qui est forcément. On va en voir un peu moins que des Ténéré, hein, c'est sûr, non, puis bah, de toute façon ça reste aussi une moto un peu nouvelle, hein, sur le marché, donc à voir comment au niveau, encore une fois, fiabilité et tout. On est sur des entretiens bizarrement plus espacés que chez BM, parce que chez BM, tu vois, c'est 10 000, et là on est tous les 15 000. Donc bon, après je verrai selon l'utilisation, mais c'est pas impossible que je l'amène quand même un petit peu plus régulièrement selon l'usage. Mais bon, sur la préconisation, c'est 15 000, enfin une révision à 1000 après le rodage, et puis après tous les 15 000, donc voilà. Bon bah écoute, je te remercie pour cette présentation. Et puis je te propose qu'on refasse un point en fin de saison, à la fois sur la Vosges, à la fois sur la DSR-X. Bien sûr. Et puis on verra aussi ce que tu auras fait avec ta GS, si tu vas t'en servir encore un peu aussi. Après, celle-là a déjà un programme bien chargé. J'ai prévu de faire le Hard Alpi Trail avec, début septembre. Donc c'est le de San Remo à Sestrières en off-road. Là c'est quand même 900 bornes en 48 heures. D'accord, donc ça sera avec celle-là. Ouais, je pense que ce sera avec celle-là. Je crois que tu es aussi inscrit en juin au Hard Défi Tour. Alors, Hard Défi Tour, ça je le ferai avec la Vosges. Parce que ce sera plus adapté que ça, alors que le Hard Alpi Trail, du coup en septembre, c'est un peu plus roulant. Et je ferai normalement aussi, je suis inscrit à l'Ultra Rando Trail, le fameux truc des voyages de Léandre. Là, ça c'est début octobre, je crois. Là, c'est 1200 km de off-road en 48 heures. Aussi. Donc là, c'est des DSR-X aussi. Soit je prendrai la DSR-X, soit la Vosges, mais je pense que si la DSR-X on va dire, a réussi le Hard Alpi Trail, si ça a fini entier, moi, comme la machine, du coup, oui, je pense que dans ces cas, par contre, vu que le voyage de Léandre, c'est pas l'Hard Défi Tour, mais c'est quand même pas loin. Et puis si on est sur une période, octobre, ça peut être sec, mais ça peut être aussi très mouillé. Je mettrai dans ces cas des pneus, je pense que je m'embêterai même pas, je mettrai des pneus même carrément enduro dessus sur la DSR-X pour vraiment pas être bloqué s'il y a vraiment des gros bourbiers ou quoi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc là il y a déjà ces deux trucs là où j'ai inscrit la machine dessus. Et puis après du tête, des balades un peu dans le coin. Bien sûr. Puis voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Il y a de quoi faire alors. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Alors on va aller continuer à la tester, puisque je sais pas, on a dû faire là une vingtaine de kilomètres. C'est ça, donc on en a encore quelques-uns devant nous et on y va tout de suite. Allez, super. Merci Seb. Merci à toi. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade sur cette nouvelle Ducati DSR-X Rally. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine!